Merci de choisir Canal King Télévision pour vous informer. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience l'envoyé spécial de l'Union africaine, Adama Diaye. L'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies était le point culminant de cet entretien. Reportage de Gilles Boulembi, rendu par Mario Ambongo. À l'issue de l'audience, Adama Dieng a félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les 3 prochaines années. Le haut fonctionnaire de l'Union africaine a promis d'accompagner le gouvernement congolais pour le positionnement de la RDC comme pays champion de la protection des populations civiles en danger. Alors que la RDC s'apprête à présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au cours de ce mois de novembre, M. Adama Dieng dit compter sur le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent, dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. C'est parti pour les états généraux de la justice. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement présidé la cérémonie d'ouverture le mercredi 6 novembre 2024 au centre financier. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Un corps affaibli par une maladie qui l'a pendant longtemps rongé et que la médecine peine à guérir. Une maladie qui ne dit pas son nom, mais dont l'incubation avance et se développe sans une réelle présence d'un agent pathogène, mais qui présente cependant des symptômes inquiétants. C'est l'image de la justice congolaise qui exige un diagnostic méticuleux et une autopsie réelle de fond afin de relever les failles qui la gangrènent pour mieux la guérir. Voilà le but de la tenue des travaux des États généraux qui s'ouvrent ce jour, réunissant plus de 3500 participants venus de divers horizons. Ils vont réfléchir sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ?» La justice congolaise malade, comme l'a sans cesse dénoncé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, se dit fier d'organiser, sous le haut patronage du magistrat suprême, et tient mordicus au redressement et au changement de ce secteur, qui est une question de volonté politique voulue par le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Pour le président de la République, ce forum est un événement crucial qui offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son bon fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures en Proverbe 14, verset 34,
la justice fait la grandeur d'une nation. Aux magistrats et autres acteurs judiciaires, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les exhorte à préserver et à travailler sans relâche pour l'efficacité et la crédibilité de notre système judiciaire. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement de plus, mais plutôt avec un plus et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découleront, a conclu le chef de l'État. Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement où la première conférence de présidents de la 4e législature a adopté l'avant-projet du calendrier de travaux de la session ordinaire de septembre. Plus de détails dans ces reportages proposés par Mario Ambongo. Après installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage le week-end dernier, le bureau du Sénat, sous la conduite de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, a tenu ce mercredi 6 novembre la toute première conférence des présidents de la 4e législature, comme l'avait promis le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement. À en croire la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Ngoudianza, qui a fait le compte rendu à la presse. Cette première conférence des présidents, qui a regroupé les délégués de différentes commissions récemment mises en place, s'est focalisée sur l'examen et adoption de l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre en cours. Que maintenant, comme nous avons mis en place nos commissions permanentes, et voilà aujourd'hui, nous avons pu organiser notre première conférence des présidents. Et ce que je pourrais dire en somme, c'est que nous avons eu à adopter l'avant-projet du calendrier de travaux de notre session ordinaire de septembre 2024. Et donc voilà, la plénière se tiendra après pour que ce projet que nous allons présenter à l'Assemblée puisse être adopté. Et c'est alors que les dés seront lancés pour que nous puissions finalement commencer le travail pour lequel nous avons été élus. Notons que, selon les dispositions pertinentes des articles 74 et 75 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, la conférence des présidents est l'organe de concertation du Sénat. Avec la tenue de cette première conférence, la Chambre haute se lance pleinement dans les activités de la 4e législature. Fin de l'année 2024, au cours de la réunion de conjoncture économique, le gouvernement veille sur le prix de biens, le taux de change et l'exécution de dépenses publiques. Mario Ambongo. Mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan trésorériste pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques en cette période cruciale de fin d'année. Enfin, étant donné que Son Excellence Madame la Première ministre a signé, et les ministres concernés ont contresigné, le décret relatif à la lutte contre la vie chère, pour faire simple, et qui consiste à obtenir la baisse des prix des denrées alimentaires importées, il a été décidé pour
que ce décret produise les effets dans les meilleurs délais possibles, que le ministère de l'économie nationale, avec l'assistance de l'inspection générale des finances, où vous avez à mes côtés l'inspecteur général chef des services, que l'on puisse donc procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d'impôt à valoir bien sûr sur les importations futures, ce qui permettra d'obtenir la baisse de ces prix dans les meilleurs délais possibles. Et sachez également que la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaiba, a ouvert le mercredi 6 novembre 2024 à Sultan Hotel la 6e session du Conseil consultatif national de forêt et CCNF, processus pour doter la République démocratique du Congo de sa politique forestière. Reportage de Prince Yambouy et Véambata. La 6e session du Conseil consultatif national des forêts, organisée dans le cadre du processus d'élaboration de la politique forestière nationale de la République démocratique du Congo. Ces assises de 2 jours ont pour objectif de valider les comptes rendus des États généraux des forêts tenus en 2023 à Kinshasa et également proposer une feuille de route pour la suite et la valorisation des recommandations. À en croire la présidente du Conseil, Eve Bazaiba Massoudi, la politique forestière est un document qui servira de boussole, de guide, en vue de soutenir plusieurs programmes connexes où toutes les parties prenantes qui utilisent la forêt pourront adopter un comportement pour gérer à bon escient ces ressources naturelles face au dérèglement climatique. Les consultations qui vont aider à renforcer la politique nationale forestière. Nous faisons l'état des lieux de tout ce qui a été les états généraux des forêts et tout le reste. Mais en bref, nous sommes sous les programmes de la gestion durable des forêts et ce programme-là est appuyé dans le cadre des partenariats pluriels avec CAFI qui protège les forêts d'Afrique centrale dont nous faisons partie. Alors dans les PTBA de ces programmes PGDF, il y a notamment la production de la politique nationale forestière qui, souvenez-vous, faisait partie des 10 mesures que nous avons prises dès notre avènement au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable. Et toutes les parties prenantes, en tout cas de la République, qui sont concernées, soit qui bénéficient ou qui gèrent ou qui évoluent dans le secteur forestier. Pour qu'il n'y ait pas, comment je peux dire, superposition des titres. Par exemple, là où le ministère de l'Environnement a classé, les forêts sont classées, ou c'est des parcs, des zones protégées ou des espaces en dehors des aires protégées, et que le ministère des Mines, par exemple, vienne y octroyer des titres, ou le ministère d'Aménagement du territoire en fasse autre usage, ou que les droits fonciers l'emportent sur les côtes forestières, ça devient un peu difficile de gérer. Alors nous devons avoir la politique forestière dans son ensemble, où tous les ministères sectoriels concernés. Parlons santé à présent. La loi est dure, mais c'est la loi. Le ministre provincial de la ville-province de Kinshasa, le docteur praticien Gongo, a procédé à la fermeture des établissements de soins de santé et pharmaceutiques privés non viables. La première étape est celle de la zone de santé des Kalash. Images et commentaires. Une semaine après l'expiration du moratoire accordé aux établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables œuvrant dans la ville de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur praticien Gongo Abakazi, est passé à la vitesse supérieure le mercredi 6 novembre 2024, accompagné du chef de division AI de la santé et du chef de division La Corep. Le ministre a choisi la zone de santé de Kalamou 1 pour lancer officiellement la fermeture des établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables. Premier centre de santé visité. Le constat est plus alarmant. On se croirait chef un marabout. Non seulement il n'a aucun document, le propriétaire est infirmier de l'édition 2001 qui n'a jamais prêté serment jusqu'à ce jour, mais il s'est permis de traiter les patients. Activité na biso ya munene eza ko s'étaler na ba mois ebele ya ko assainir système ya santé à ville à Kinshasa. Bomoni ke tokiti na terrain bino moko bomoni modèle nini ya ba centre tokuti na terrain pe to scellé. Lelo to pona ki zone de santé ya Kalamu 1 pour que to lancer mais qu'on s'étende dans la zone de santé nyonso ya ville à Kinshasa, donc les 35
zone de santé pour na kokanga ngonga yango oyo yo mutu oyo centre de santé na ezala kwa pré-morgue donc ezala kwa otoyuti komona ezali centre moko ozosungaka bato baya kokota po bakende na morgue kanga oyo oza na pharmacie toyeba te soki eza pharmacie totomona kuna ye moko échange ye moko Orange Money ye moko azolamba na kati madesu azosala fufu kanga oyo parce que toi na seul objectif ezali ko faire que bakinoise na bakinois bazwa accès aux soins de santé de qualité. Soins de santé de qualité tolingi l'hôpital charlatans à la tête, ça veut dire que yo soko sala no médecine te kende ko sala libaya to te luka ko kende soko te kambila. Cette journée marque le début d'une vaste opération qui va s'étendre sur toute l'étendue de la capitale de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent, l'abbé Théo Kaneki est allé plaider auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les cas de 800 victimes qui ont vu leurs maisons détruites aux alentours de l'aéroport de Bipemba. Nous sommes en Mbuji-Mayi. Reportage de la presse présidentielle. C'était le 29 octobre dernier. Ce drame aurait pu être évité. Pour les besoins du chantier de modernisation de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi, 800 maisons ont été détruites et leurs propriétaires expulsés de manière violente hors de la concession de la RVA. La fin, même légale, ne peut pas justifier les moyens employés. Voilà pourquoi ce mardi 5 novembre au soir, l'abbé Théo Kaneki est venu plaider la cause des victimes auprès du chef de l'État. Il y a un projet noble qui est celui de la modernisation de cet aéroport pour qu'il revête sa belle robe et qu'il soit modernisé comme un aéroport international. Un bon projet, mais il y a eu des dérapages. Ce qui n'a pas plu à ses habitants qui aujourd'hui sont exposés aux différentes intempéries. Et comme pasteur, j'ai pris la décision de venir rencontrer personnellement le chef de l'État. J'ai transmis au président de la République les desiderata de cette population et 3 solutions ont été trouvées à court terme, à moyen terme et à long terme. Le gouvernement va dépêcher la ministre des Affaires sociales dans le prochain jour sur place à Mbuji-Mayi pour rencontrer la population et leur apporter le réconfort de l'État congolais. En même temps, il y aura aussi une commission qui sera constituée qui doit travailler en accord avec les victimes de démolition des maisons. Et le président a promis qu'on va indemniser tous les habitants des avenues Zaïre et Dodom. La voix des sans-voix de Mbuji-Mayi retourne dans son fief avec une note visiblement satisfaisante à l'issue des échanges avec le premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons éducation à présent, le collectif des associations de cadres scientifiques ACS-RDC de l'enseignement supérieur et universitaire a lancé un préavis de grève en dehors du jour en cas de non-respect des engagements que le gouvernement congolais a pris à Bibois. Cette décision résulte de l'Assemblée générale du collectif des ACS-RDC tenu à l'université de Kinshasa. Plus de détails dans ce reportage de Clavier à la Diakou. Visiblement remontés, les membres du collectif des associations de cadres scientifiques ACS-RDC dénoncent la mauvaise foi du gouvernement pour exécuter ses engagements pris à Bibois. Faisant suite au communiqué de presse du 22 octobre 2024, les associations et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, le collectif de ACS-RDC a tenu ce mardi 5 novembre 2024 son assemblée générale. Après échange, le collectif constate avec regret le refus systématique et délibéré du gouvernement d'exécuter ses engagements pris à Bibois lors des négociations de 2022 et 2024 entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Eu égard à ce qui précède, l'Assemblée générale a pris des résolutions suivantes. 1. Un préavis de grève est lancé au gouvernement en vertu en cas de non-respect des 10 engagements liés notamment à l'ajout de
50% à la prime institutionnelle à partir du 4e trimestre 2024. Au paiement des arriérés de 2022 et de frais de recherche. C. La mécanisation de nouvelles unités. D. La correction des grades. Et la convocation du comité permanent interministériel de suivi des accords. 2. Les comités exécutifs des ACES tiennent leur base en alerte maximale. Les collectifs des ACES RDC restent ouverts à toute éventualité en attendant l'évaluation. Les conditions sociales sont très précaires au village Bondeko à Lubanga, une école spécialisée dans l'encadrement des enfants avec handicap auditif et mental. Le responsable de cette école est situé au quartier Pendé de la commune de Kinshasa fonde leur espoir sur les autorités provinciales et nationales en sollicitant un quota pour l'emploi de personnes vivant avec handicap. Une fois de plus, on retrouve Clavé et la diapo. École spécialisée dans l'encadrement des enfants avec handicap auditif et mental, le village Bondeko Libanga est confronté à plusieurs difficultés d'ordre social. Les difficultés, il y en a énormes. La grande difficulté, c'est d'abord les parents qui doivent nous envoyer des enfants. Beaucoup de parents n'acceptent pas le handicap de leurs enfants, ils les gardent à la maison. Parce qu'ils savent que ça, c'est une école de sourds. Si j'envoie mon enfant là-bas, il risquerait de devenir sourd alors qu'il n'est pas sourd. Mais en réalité, lorsque vous allez voir, consulter les cabinets de l'OREL, on vous dira que cet enfant est réellement sourd. Soit il a la surdité légère, la surdité moyenne ou profonde. Les enseignants qui doivent accueillir cet enfant à l'école, il doit être mis dans de bonnes conditions. Parce que c'est un travail difficile, un travail un travail de titan que l'enseignant doit, parce que ces enfants ne viennent pas avec un bagage important. Les enfants qui n'entendent pas, ils viennent à l'école, je peux dire, à vide. Et c'est l'enseignant qui constitue les cerveaux moteurs, qui doit pratiquement beaucoup donner à cet enfant pour qu'il puisse se maîtriser. Réserver un quota pour l'emploi des personnes vivant avec handicap, telle est la demande formulée par les responsables de cette école spécialisée aux autorités de la République démocratique du Congo. Nous demandons à l'État congolais de voir comment il peut organiser l'emploi pour les enfants, les personnes vivant avec handicap. Je suis dans le domaine des sourds, je suis dans le domaine des enfants handicapés mentaux. Que l'État puisse s'organiser, voir comment est-ce qu'on peut réserver un quota en ce qui concerne l'emploi de la personne vivant avec handicap. Dans la commune mère de Kinshasa, le village Bondeko Libanga est situé au quartier Pendé. Les habitants des avenues Kiluzi et Kenzo de la commune de Bandalungwa sont en proie aux maladies hydriques à cause de maisons anarchiques construites sur les caniveaux. Les autorités municipales et urbaines sont appelées à régler cette situation avec fermeté. Reportage de Bénédicte Diavangama sur les images de Chomi Kassiama. De l'eau stagnante à perte de vue sur plus d'une avenue ici dans la commune de Bandalungwa, l'avenue Kilimali et Konzo. De couleur verdâtre, c'est le reflet des inondations, des eaux de pluie, des mauvaises constructions, les constructions anarchiques. Ces situations empêchent les eaux de couler et de venir se renverser sur quelques habitations un peu plus haut. Rien que par la vue, tout est désagréable et cela entraîne les inondations ici à répétition. Vraiment ici, là, tout est devenu en désordre. Avant, il y avait trop les moustiques, viennent toujours se mettre partout. Est-ce que c'est normal? La ville est gaspillée, la population souffre. Il faut qu'ils soignent les quartiers, parce que comme ça, on ne peut pas vivre. Les enfants en train de marcher. Les maladies hydriques y sont déjà et les populations sont exposées à cette situation. Notons aussi qu'il n'y a pas de caniveau approprié.
Restons toujours à Bandalungwa pour vous informer cette fois-ci que plusieurs vendeurs et vendeuses du marché Bambolé situé au quartier Mollard dans la commune de Bandalungwa courent le risque d'être électrocutés suite au câble 2 visible dans cette partie de la capitale. À cet effet, le vendeur du marché Bambolé lance un cri d'alarme auprès des autorités et de la Société nationale de l'électricité pour une solution appropriée. Reportage de Dorcas Poutou et Chomen Kassiama. Plusieurs vendeurs et vendeuses du petit marché Bambolé au quartier Mollard dans la commune de Bandalungwa sont exposés par divers risques suite à la multitude des câbles d'électricité snelles et dénudés sur ce coin de la capitale. Une situation très déplorée par les populations de ce coin. Nous donnons l'argent presque chaque jour. Nous payons aussi $10 le mois, mais nous ne trouvons aucun changement. À chaque fois, les câbles se brûlent. Ils attendent que quelqu'un puisse mourir et devenir rapidement. Que les autorités de la SNEL puissent s'atteler afin de nous sortir de cette situation très dangereuse. Cette situation a assez duré et les populations demandent à la SNEL de venir faire d'urgence afin de venir arranger les câbles. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision composée de Koupar Bola, Gumputu, Bénédicte Diavangama, Tony Binda, Frédéric Takidi, Mario Ambon. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Audio